Quand une entreprise décide d'entrer en bourse, elle est tenue de soumettre à la Commission des valeurs mobilières et des marchés financiers américaine, la Securities and Exchange Commission, un document appelé Prospectus S1. Historiquement, ces prospectus comptent parmi les documents les plus austères jamais couchés sur papier. Ils sont rédigés par des avocats d'entreprise, pour d'autres avocats d'entreprise, avec le souci manifeste que personne, nulle part, ne soit jamais accidentellement distrait par une tournure de phrase un tant soit peu vivante. C'est du droit pur, du jargon financier brut, sans la moindre once de couleur ou de personnalité. Mais il y a quelques jours, SpaceX a déposé ces documents en vue de son introduction en bourse. Et à la lecture de ce prospectus, une chose est devenue immédiatement évidente. Nous n'avions pas affaire à un document ordinaire. Pour commencer, il s'ouvre sur 14 pages de photographies, des fusées, des satellites, des images spectaculaires de lancement et d'orbite. Ce choix éditorial m'a rappelé le tristement célèbre prospectus de WeWork, signé par Adam Neumann, qui s'ouvrait sur cette formule mémorable. Nous dédions ceci à l'énergie du nous, plus grande que n'importe lequel d'entre nous, mais présente en chacun de nous. Ce document-là a depuis été qualifié de l'un des pires dossiers d'introduction en bourse de toute l'histoire de Wall Street. Le prospectus de SpaceX est tout aussi peu conventionnel, même si, reconnaissons-le, les fusées sont nettement plus photogéniques que les photos de communauté de WeWork. Mais le plus surprenant, ce ne sont pas les photos, c'est le contenu lui-même. Le document regorge de formulations que je suis à peu près certain de ne jamais avoir vues dans un dépôt réglementaire auprès de la Commission des valeurs mobilières. Dans la section consacrée à la stratégie d'entreprise, là où d'ordinaire on trouve des considérations sur les normes comptables et les contrats de bail, la direction de SpaceX explique que son objectif principal est d'étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Cette phrase apparaît 10 fois séparément dans le document. Ce n'est donc pas une coquille. Les investisseurs sont également avertis que SpaceX ne veut pas que l'humanité connaisse le même destin que les dinosaures. C'est, disons, un argument recevable. C'est aussi le genre de phrase qui donne très envie de lire la section sur les facteurs de risque, pour voir jusqu'où ira la créativité rédactionnelle. Le document décrit ensuite une série de lignes d'activité futures qui ressemblent davantage à de la science-fiction qu'à un rapport annuel classique. On y trouve les voyages terrestres longue distance de point à point, ce qui, si je comprends bien, signifie traverser la Terre à bord de fusées plutôt qu'en avion, la fabrication en orbite, oui, en orbite, le transport de passagers et de fret vers la Lune et vers Mars, la production d'énergie et la fabrication industrielle sur la Lune et sur Mars. Et enfin, l'extraction minière sur des astéroïdes. Pourquoi extraire des ressources naturelles sur Terre quand on peut poursuivre un astéroïde dans l'espoir d'y trouver des minéraux utiles ? L'acronyme intelligence artificielle apparaît plus de 200 fois dans le document. Le mot conscience y figure 10 fois. Le mot profit, lui, apparaît nettement moins souvent que ces deux-là. Ce que nous avons entre les mains est, très probablement, le document le plus extraordinaire de toute l'histoire de la régulation des marchés financiers américains. Et nous allons l'examiner en détail, parce que tout ce que je vais vous dire, aussi improbable que cela puisse paraître, provient directement de ce dépôt officiel. Si vous suivez SpaceX depuis une vingtaine d'années, vous avez probablement toujours pensé à cette entreprise comme à une société de fusées. Ces dernières années, avec l'expansion rapide de Starlink, vous avez peut-être mis à jour cette définition pour y voir aussi une entreprise de connexion Internet par satellite. Mais si vous lisez le prospectus d'introduction en bourse, vous allez avoir une surprise. SpaceX se présente désormais comme une entreprise d'intelligence artificielle. Selon le document, 93% du marché total adressable de la société est attribué à l'intelligence artificielle. Et si l'on examine la répartition des dépenses d'investissement, environ 60% de l'ensemble des dépenses est désormais consacré aux infrastructures d'intelligence artificielle. Le prospectus découpe l'entreprise en 3 segments distincts: l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle.
Au premier trimestre 2026, la division spatiale, celle qui construit et lance réellement des fusées, a enregistré une perte de 662 millions de dollars. La division connectivité, c'est-à-dire Starlink, a dégagé un bénéfice d'exploitation d'1,1 milliard de dollars. La division intelligence artificielle, elle, a perdu 2,5 milliards de dollars en seulement 3 mois. Autrement dit, la seule division qui gagne de l'argent, c'est l'activité d'Internet par satellite. Tout le reste perd de l'argent. Quand Elon Musk dit que SpaceX est une entreprise d'intelligence artificielle, ce qu'il veut dire en réalité, c'est que la seule activité qui fonctionne subventionne une aventure déficitaire dans l'intelligence artificielle, tout en essayant de convaincre les investisseurs des marchés publics que cette aventure déficitaire justifie à elle seule une valorisation de 1 750 milliards de dollars. Si l'on met de côté le discours sur l'extension de la conscience jusqu'aux étoiles et que l'on se concentre uniquement sur les états financiers, la réalité économique de SpaceX est assez saisissante. En 2025, la société a généré 18 milliards 700 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est une somme considérable. Mais avec une valorisation proposée de 1 750 milliards de dollars, SpaceX demande aux investisseurs de valoriser l'entreprise à près de 100 fois son chiffre d'affaires annuel. Pour donner une idée de l'ampleur du décalage, si SpaceX était intégrée aujourd'hui à l'indice boursier américain Standard & Poor's 500, elle serait la 7e plus grande entreprise de l'indice par capitalisation boursière. Mais si on la classait par chiffre d'affaires réel, elle ne figurerait même pas dans les 200 premières. Elle se retrouverait quelque part dans le voisinage de Kellogg's, le fabricant des céréales de petit déjeuner Fruit Loops. La comparaison parle d'elle-même. Mais contrairement à Kellogg's, SpaceX n'est pas rentable. L'exploration spatiale est tout simplement un secteur plus difficile que les céréales du matin. L'année dernière, SpaceX a enregistré une perte nette de 4 milliards 940 millions de dollars. Ce qui rend ce chiffre particulièrement frappant, c'est que Starlink a pourtant généré 4 milliards 400 millions de dollars de bénéfices d'exploitation. Cela signifie que le reste de l'entreprise a englouti plus de 9 milliards de dollars en une seule année. Depuis sa fondation, SpaceX a accumulé plus de 37 milliards de dollars de pertes cumulées, davantage que toute autre entreprise s'étant jamais introduite en bourse dans l'histoire. Et rien ne laisse présager un ralentissement de cette consommation de trésorerie. Les dépenses d'investissement ont atteint 20 milliards 700 millions de dollars l'année dernière, soit une multiplication par 5 par rapport à 2023, tirée par l'expansion de Starlink, le développement de Starship et les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Pour financer tout cela, la société porte 29 milliards de dollars de dettes, dont un emprunt relais de 20 milliards de dollars contracté en mars 2026, c'est-à-dire il y a à peine 8 semaines. Ainsi, quand les investisseurs apporteront 75 milliards de dollars dans le cadre de cette introduction en bourse, une part significative de ces fonds ne sera pas dirigée vers des centres de données en orbite, ni vers une colonie sur Mars. Elle ira directement rembourser les banques qui ont prêté de l'argent à SpaceX il y a 8 semaines. Cela dit, soyons justes, l'entreprise est en croissance. Son chiffre d'affaires progresse de 33 à 43% par an, ce qui est objectivement impressionnant. Mais cette croissance provient entièrement de Starlink, pas de la division intelligence artificielle. Et même cette croissance-là mérite une nuance. Le revenu moyen par utilisateur de Starlink a baissé d'environ 18% depuis 2023. La raison ? L'entreprise casse ses prix de manière agressive pour gonfler ses chiffres d'abonnés avant l'introduction en bourse. Une stratégie classique qui consiste à rendre les indicateurs opérationnels aussi séduisants que possible aux yeux des futurs actionnaires. Mais contrairement à Kellogg's, SpaceX n'est pas rentable. L'exploration spatiale est tout simplement un secteur plus difficile que les céréales du matin. L'année dernière, SpaceX a enregistré une perte nette de 4 milliards 940 millions de dollars. Ce qui rend ce chiffre particulièrement frappant, c'est que Starlink a pourtant généré 4 milliards 400 millions de dollars de bénéfices d'exploitation. Cela signifie que le reste de l'entreprise
a englouti plus de 9 milliards de dollars en une seule année. Depuis sa fondation, SpaceX a accumulé plus de 37 milliards de dollars de pertes cumulées, davantage que toute autre entreprise s'étant jamais introduite en bourse dans l'histoire. Et rien ne laisse présager un ralentissement de cette consommation de trésorerie. Les dépenses d'investissement ont atteint 20 milliards 700 millions de dollars l'année dernière, soit une multiplication par 5 par rapport à 2023, tirée par l'expansion de Starlink, le développement de Starship et les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Pour financer tout cela, la société porte 29 milliards de dollars de dette, dont un emprunt relais de 20 milliards de dollars contracté en mars 2026, c'est-à-dire il y a à peine 8 semaines. Ainsi, quand les investisseurs apporteront 75 milliards de dollars dans le cadre de cette introduction en bourse, une part significative de ces fonds ne sera pas dirigée vers des centres de données en orbite, ni vers une colonie sur Mars. Elle ira directement rembourser les banques qui ont prêté de l'argent à SpaceX il y a 8 semaines. Cela dit, soyons justes, l'entreprise est en croissance. Son chiffre d'affaires progresse de 33 à 43% par an, ce qui est objectivement impressionnant. Mais cette croissance provient entièrement de Starlink, pas de la division intelligence artificielle. Et même cette croissance-là mérite une nuance. Le revenu moyen par utilisateur de Starlink a baissé d'environ 18% depuis 2023. La raison ? L'entreprise casse ses prix de manière agressive pour gonfler ses chiffres d'abonnés avant l'introduction en bourse. Une stratégie classique qui consiste à rendre les indicateurs opérationnels aussi séduisants que possible aux yeux des futurs actionnaires. En avril 2018, Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX, est montée sur la scène des conférences TED pour prendre un engagement solennel. Chunk 4. Added conversational performance tags at paragraph starts and natural punctuation boundaries, keeping within 70 tags. Dans cette décennie, avait-elle annoncé au public, les gens effectueraient des trajets en fusée de 30 minutes entre New York et Shanghai. Ces fusées concurrenceraient les compagnies aériennes long courrier avec jusqu'à 10 vols par jour. Or, cette décennie expire dans moins de 2 ans. Ce qui ne laisse vraiment pas beaucoup de temps pour comprendre comment remplacer en toute sécurité le gros porteur par un missile balistique réutilisable qui impose aux passagers de supporter 3 fois la force gravitationnelle au décollage. Et si vous suiviez attentivement tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être de l'expression « voyage terrestre point à point longue distance » tirée du prospectus qui nous occupe. Cette idée est toujours présentée aux investisseurs comme une future source de revenus. Pourtant, il n'existe aucun signe d'une fusée de navettage commercial, et il reste moins de 2 ans pour concrétiser ce projet. Dans la liste des activités commerciales encore à réaliser figure également une section consacrée au paiement en ligne. Twitter, l'application universelle d'Elon Musk, parle depuis plusieurs années de se transformer en plateforme de services financiers. L'entreprise a bien obtenu des licences de transmission de fonds dans une poignée d'États américains, mais elle ne dispose toujours pas d'un produit de paiement fonctionnel. Ainsi, SpaceX se retrouve partiellement dans le métier du dépôt de dossiers administratifs auprès du département des affaires et de l'industrie du Nevada. Et ce, dans le but de rêver à traiter un paiement entre particuliers de 8 $ sur la plateforme de médias sociaux d'une entreprise de fusée. Imaginez demander un permis de conduire pour participer à la course de Formule 1. C'est à peu près l'ampleur du décalage entre l'ambition affichée et la réalité du terrain. SpaceX revendique un marché adressable total de 28,5 000 milliards de dollars. C'est davantage que l'ensemble du produit intérieur brut des États-Unis. Et cette somme repose presque entièrement sur des activités qui n'existent pas encore. Comme le notait la rubrique Lex du Financial Times, le marché n'a jamais eu à évaluer une action aussi spéculative à une telle échelle, ce qui mérite vraiment d'être gardé à l'esprit. Selon le prospectus, les applications de l'intelligence artificielle pour les entreprises représentent jusqu'à 80% du marché adressable total de SpaceX. Autrement dit, SpaceX anticipe que de grandes entreprises paieront pour utiliser les outils d'intelligence artificielle de Musk afin d'améliorer leur productivité. Si l'on ajoute l'intelligence artificielle grand public,
la part totale de l'intelligence artificielle dans ce marché adressable revendiqué grimpe à 93%. En clair, 93% de la valeur de l'entreprise, c'est Grok. Et je veux être précis ici, parce que 80% de 28,5 000 milliards, c'est un chiffre astronomique. Il vaut donc la peine de se demander quelles entreprises utilisent réellement Grok aujourd'hui. D'après ce que l'on peut établir, les principales utilisations documentées de Grok consistent à vérifier les faits dans des tweets et à générer des images à caractère sexuel non consenti, ce qui a déclenché des enquêtes réglementaires en Espagne, en France et au Royaume-Uni, ainsi qu'au moins une procédure judiciaire en cours. Ce n'est pas tout à fait le discours sur la productivité en entreprise auquel on s'attendait. Et le document de présentation reconnaît lui-même, en filigrane, que le marché de l'intelligence artificielle pour les entreprises est dominé par OpenAI, Anthropic et Google. Grok, le propre produit d'intelligence artificielle de SpaceX, ne détient qu'une part de marché d'environ 3,4%. Selon Bloomberg, les ingénieurs de SpaceX eux-mêmes ont tardé à adopter Grok pour leurs travaux techniques, car cet outil est moins performant que ses concurrents. Le mois dernier, Musk en personne a déclaré que le code d'intelligence artificielle devrait être entièrement reconstruit de zéro, et ce, peu après avoir vendu xAI à SpaceX pour 250 milliards de dollars. Sa solution aux faiblesses de Grok en matière de programmation informatique, tenter d'acquérir Cursor, l'outil que ses propres ingénieurs utilisaient réellement pour 60 milliards de dollars, avec une pénalité de 10 milliards de dollars si l'accord échoue. C'est un peu comme si un constructeur automobile rachetait à prix d'or le garage indépendant où ses propres mécaniciens préfèrent emmener leur voiture personnelle. L'entreprise, dont le produit d'intelligence artificielle représente 93% de son marché adressable revendiqué, possède donc un produit phare que ses propres ingénieurs refusent d'utiliser et dépense 60 milliards de dollars pour acheter un concurrent afin de le faire fonctionner à sa place. La stratégie de revenus à court terme de SpaceX dans l'intelligence artificielle repose en grande partie sur un contrat de 15 milliards de dollars par an consistant à louer des capacités de calcul à Anthropic, l'un des concurrents dont l'existence même prouve que Grok est en train de perdre la course à l'intelligence artificielle. En résumé, SpaceX ressemble surtout à un CoreWeave spatial, c'est-à-dire avant tout un loueur d'infrastructures informatiques. Car si SpaceX devait vraiment devenir une entreprise d'intelligence artificielle dominante, elle aurait besoin de cette puissance de calcul pour ses propres modèles. Si Volkswagen louait l'intégralité de ses usines automobiles à d'autres constructeurs, dirait-on encore que Volkswagen fabrique des voitures. Mais le problème le plus immédiat est le suivant. Ce contrat de 15 milliards de dollars par an, soit environ 40% des revenus projetés à court terme, peut être résilié par Anthropic avec seulement 90 jours de préavis. L'intégralité du modèle économique d'intelligence artificielle de SpaceX repose actuellement sur la location de processeurs graphiques à un concurrent, selon des conditions qui peuvent disparaître en l'espace d'un trimestre fiscal. Et si l'on pousse la logique du prospectus jusqu'au bout, si le marché adressable de SpaceX est de 28,5 000 milliards et que 93% de celui-ci est l'intelligence artificielle, alors, selon le raisonnement même de SpaceX, les grandes entreprises d'intelligence artificielle devraient valoir bien plus que SpaceX. Or, les revenus trimestriels d'Anthropic représentent déjà environ le double de l'ensemble des revenus du segment intelligence artificielle de SpaceX. Anthropic et OpenAI préparent toutes les deux, selon les informations disponibles, leur introduction en bourse à des valorisations d'environ 1000 milliards de dollars chacune. Et pourtant, SpaceX réclame une valorisation de 1750 milliards de dollars sur la base d'un marché que ses concurrents directs sont en train de remporter.
Maintenant, si vous vous êtes déjà demandé qui achète exactement le Tesla Cybertruck, le prospectus de SpaceX apporte enfin une réponse. Il s'avère que c'est SpaceX elle-même. Selon les documents déposés, SpaceX a acheté pour 650 millions de dollars de biens à Tesla l'an dernier. Cela comprend 131 millions de dollars dépensés en Cybertruck, le tout au prix de détail plein tarif, sans aucune remise sur volume. Ce qui est notable, compte tenu des difficultés que Tesla rencontre à vendre ses véhicules. Cela représente environ 1500 véhicules. À un moment donné, au cours du 4e trimestre 2025, SpaceX était à elle seule responsable de 18% de toutes les immatriculations de Cybertruck aux États-Unis. Utilisez l'argent des actionnaires d'une entreprise que vous contrôlez pour soutenir les chiffres de vente d'une autre entreprise que vous contrôlez, et ce juste avant que les deux sociétés n'affrontent des événements financiers majeurs et généralement considérés comme une gouvernance d'entreprise pour le moins douteuse. Il y a également une petite divergence comptable qui mérite d'être mentionnée. SpaceX déclare avoir acheté environ 650 millions de dollars de biens à Tesla l'an dernier, tandis que les propres documents déposés par Tesla font état de 573 millions de dollars de biens vendus à SpaceX. Quelque part entre Austin et Boca Chica, 77 millions de dollars semblent être tombés du camion, vraisemblablement d'un Cybertruck. Mais quelques milliers de pick-up hors de prix sont le moindre des sujets de préoccupation en matière de transactions entre parties liées dans ce document. Antonio Gracias est un allié de longue date d'Elon Musk et membre actif du conseil d'administration de SpaceX. Il dirige également une société d'investissement privée appelée Valor Equity Partners. Selon le prospectus d'introduction en bourse, SpaceX et XAI portent conjointement plus de 20 milliards de dollars d'obligations de location d'infrastructures d'intelligence artificielle liées à des accords conclus avec des entités connectées à Valor. Certaines de ces opérations sont structurées sous forme de ce que les comptables appellent des cessions-bail échouées. Normalement, dans une cession-bail, une entreprise vend un actif à un investisseur, récupère des liquidités immédiatement et reloue cet actif en le retirant de son bilan. Mais lorsque la transaction ne satisfait pas aux critères d'une vente réelle, selon les règles comptables, l'actif reste au bilan et les obligations de paiement associées sont enregistrées comme de la dette. L'effet concret de tout cela, c'est que SpaceX porte des milliards de dollars d'obligations envers une entreprise dirigée par l'un de ses propres membres du conseil d'administration, inscrite à son bilan sous forme de dette. Il est une fois de plus considéré comme une bonne pratique de gouvernance de ne pas avoir des membres du conseil d'administration qui détiennent 20 milliards de dollars de prêts financiers à taux élevés avec l'entreprise qu'ils sont censés superviser. Mais revenons un instant en arrière. En 2016, Elon Musk avait utilisé l'argent des actionnaires de Tesla pour acquérir SolarCity, une société solaire en difficulté qu'il présidait également et dont il possédait une partie. Pour faciliter la justification de cette acquisition, il avait organisé une démonstration publique des tuiles solaires de SolarCity pendant les négociations. Ces tuiles ont été jugées par un tribunal du Delaware comme ayant été en réalité non fonctionnelles et loin d'être prêtes pour le marché. Au moment des faits, revenons maintenant sur ce qui s'est passé lors du procès SolarCity. Le tribunal a examiné l'ensemble de la transaction selon ses normes d'examen les plus strictes. Dans sa décision, il a qualifié le processus de profondément défaillant. Il a souligné l'incapacité apparente d'Elon Musk à reconnaître son évident conflit d'intérêts. Et pourtant, il a tout de même jugé l'opération équitable. La raison principale ? 85% des actionnaires l'avaient approuvé, et le cours de l'action Tesla avait ensuite grimpé. Le tribunal a en revanche refusé d'accorder à Musk le remboursement de ses frais juridiques, ce qui représente, dans l'univers feutré de la cour de la chancellerie du Delaware, l'équivalent d'une lettre de réprimande sévèrement rédigée. Un désaccord ultérieur avec le Delaware autour de son package de rémunération chez Tesla a finalement poussé Musk à délocaliser l'entreprise au Texas. Et voilà que Musk vient de réaliser une acquisition structurellement très similaire, celle de XAI par SpaceX, mais cette fois dans un État dont la législation boursière est beaucoup plus permissive. Au Texas,
Pour pouvoir intenter une action en justice dérivée contre SpaceX, un actionnaire doit détenir au moins 3% de la société. À la valorisation actuelle, cela représente environ 52 milliards de dollars en actions. Autrement dit, il faut être milliardaire avant même de pouvoir songer à attaquer la direction en justice. Mais ce n'est pas tout. Pour gagner un tel procès, il ne suffit pas de prouver un manquement aux devoirs fiduciaires. Il faut prouver spécifiquement une fraude, une faute intentionnelle ou une violation délibérée de la loi. Une transaction entachée de conflits d'intérêts, même sans aucune supervision indépendante, ne remplit pas ces critères à elle seule. Et si vous vouliez partir à la chasse aux courriels internes susceptibles de vous aider à prouver une fraude, comme les actionnaires l'ont fait si efficacement dans le Delaware? La loi texane sur les sociétés exclut désormais explicitement les courriels et les messages textes des demandes de documents par les actionnaires. Imaginez un enquêteur à qui on interdit de consulter les preuves les plus parlantes avant même d'ouvrir le dossier. Lorsque Tesla a déménagé au Texas, le gouverneur Greg Abbott a lui-même posté un message sur Twitter pour féliciter personnellement Musk et lui souhaiter bonne chance. Ce petit détail vous donne une idée assez précise de l'environnement réglementaire dans lequel nous nous trouvons. La leçon qu'Elon Musk semble avoir tirée de l'affaire SolarCity n'est donc pas « évite les acquisitions entachées de conflits d'intérêts », c'est plutôt « fais-les dans un endroit où les tribunaux sont plus accommodants ». Les grands gagnants de cette acquisition ne sont pas les ingénieurs de SpaceX qui rêvent d'atteindre Mars. Ce sont les fonds de capital risque et les banques, dont Morgan Stanley, qui se retrouvaient coincés à détenir des milliards de dollars de dettes toxiques issues du rachat chaotique de Twitter par Musk. Grâce à la fusion entre XAI et SpaceX, ces prêteurs ont été remboursés en actions SpaceX à un moment particulièrement bien choisi, juste avant ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Historiquement, les banquiers d'investissement remportaient les mandats d'introduction en bourse en démontrant une expertise sectorielle approfondie, des relations de conseil établies sur le long terme et une capacité à travailler jusqu'à des heures indécentes. C'était jadis un métier assez digne. Le premier signe d'un effacement des standards dans la banque d'investissement remonte à 2007, lorsque les banquiers de Goldman Sachs qui cherchaient à décrocher le mandat pour l'introduction en bourse de Lululemon se sont présentés à la réunion, conduits par David Solomon, alias DJ Dissol, habillé de la tête aux pieds en tenue de sport décontractée Lululemon. Je tiens à être précis, cette dérive vestimentaire pourrait bien avoir été l'événement déclencheur de la crise financière mondiale cette année-là. Cette fois-ci, ce même DJ Diesel, le mauvais garçon de la finance d'entreprise, s'est vanté auprès de la presse d'avoir décroché la position de chef de file sur la plus grande introduction en bourse de l'histoire en demandant à ses collaborateurs de l'aider à envoyer un message privé à Elon Musk sur Twitter. Morgan Stanley, qui avait soigneusement cultivé sa relation avec Musk pendant des années grâce à son banquier spécialisé dans les technologies spatiales, Michael Grimes, est répertorié comme co-chef de file. Son nom apparaît en deuxième position, dans l'ordre alphabétique, juste après Goldman Sachs. Morgan Stanley aurait été tellement furieux de cette situation qu'il aurait contraint SpaceX à préciser explicitement dans la lettre d'engagement que l'ordre d'apparition des banques est purement alphabétique. Au total, 23 banques ont réussi à faire figurer leur nom sur la couverture de ce prospectus. Les honoraires qui en découlent constituent la plus lucrative journée de rémunération que Wall Street ait jamais connue pour une introduction en bourse. Et la seule preuve concrète d'utilisation commerciale de Grok, l'intelligence artificielle de Musk, pourrait bien être les millions de dollars de licences que Musk impose à ses banques mandataires pour l'introduction en bourse. Tout cela nous amène à la structure de gouvernance d'entreprise de SpaceX, qui est sans doute la dictature la plus solidement fortifiée jamais présentée au marché public américain. La société adoptera une structure d'actions à deux catégories. Les investisseurs ordinaires recevront des actions de catégorie A, qui donnent droit à une voix chacune. Elon Musk, lui, recevra des actions de catégorie B, qui donnent droit à 10 voix chacune. Alors que Musk détient environ 41% de SpaceX, il contrôlera plus de 85% des droits de vote. En clair, les actionnaires ne pourront jamais le renvoyer, quelle que soit l'ampleur de leur mécontentement. C'est comme être locataire dans un immeuble dont le propriétaire ne peut jamais être congédié par les résidents, peu importe ce qu'il fait.
L'entreprise a également imposé des restrictions sur la façon dont les actionnaires peuvent engager des recours juridiques. Comme SpaceX l'écrit dans son prospectus, cela limitera ou empêchera votre capacité à influencer les affaires de l'entreprise et l'élection de nos administrateurs. Par-dessus tout cela, parce qu'Elon Musk a convaincu le Nasdaq de modifier sa méthodologie d'inclusion dans les indices, dans le but précis d'obtenir cette cotation, SpaceX sera intégré en accéléré dans l'indice Nasdaq 100. C'est une décision d'une portée considérable. Le Nasdaq 100 est suivi par plus de 600 milliards de dollars d'argent gérés passivement. En intégrant SpaceX en priorité dans cet indice, d'innombrables fonds de pension et investisseurs passifs deviendront automatiquement acheteurs forcés de l'action, presque immédiatement après l'introduction en bourse, bien avant qu'une véritable découverte des prix ait eu lieu. Et ils détiendront des actions d'une société qui brûle d'importantes quantités de liquidités, dans laquelle ils n'ont aucun pouvoir de vote et aucune capacité réelle à poursuivre la direction en justice. Musk s'est donc assuré de ne jamais perdre le contrôle de SpaceX. Le dossier de cotation révèle la création d'une nouvelle catégorie d'actions, C, sans droit de vote. Celle-ci existe pour permettre à SpaceX de réaliser de futures acquisitions en utilisant ces actions sans jamais diluer le pouvoir de vote de Musk. Un peu comme une monnaie interne conçue pour étendre l'empire sans jamais affaiblir son souverain. Et si jamais il décidait de se retirer, Musk peut placer ses actions supervotantes dans des fiducies, les transmettant à ses enfants, garantissant ainsi un contrôle dynastique sur la société. Venons-en enfin à son package de rémunération. Vous avez probablement entendu parler du fait que Musk recevra 1 milliard d'actions restreintes liées à des performances, et que ces actions ne seront acquises que lorsque SpaceX aura établi une colonie humaine permanente sur Mars et atteint une capitalisation boursière de 7 500 milliards de dollars. SpaceX décrit explicitement dans son prospectus la réalisation de ces objectifs comme improbable. Attention, il ne s'agit pas là d'un soudain accès de franchise de la direction. C'est davantage une astuce comptable. En vertu des règles comptables, si l'entreprise admettait qu'il était probable que Musk obtienne ces actions, elle devrait inscrire la valeur totale de cette attribution dans ses charges, potentiellement des centaines de milliards de dollars, dès aujourd'hui dans son compte de résultats. En classant cette attribution d'actions comme improbable, elle est comptabilisée à coût zéro. Mais il y a un tour de passe-passe supplémentaire. Comme le fait remarquer la professeure de droit Anne Lipton, Musk n'a en réalité pas besoin d'atteindre ses objectifs difficiles pour profiter de ses actions. Il en bénéficie immédiatement et concrètement. Il peut les voter dès aujourd'hui. Il peut toucher des dividendes sur ses actions dès aujourd'hui. Et avec l'approbation d'un conseil d'administration qu'il contrôle entièrement, il peut les donner en garantie pour des emprunts, lui permettant d'accéder à des liquidités défiscalisées dès aujourd'hui. Il obtient tous les avantages liés à la possession de ses actions immédiatement, sur la base d'une colonie martienne que la société admet elle-même qu'il ne construira probablement jamais. Maintenant, l'une des lignes les plus extraordinaires de l'ensemble du prospectus est peut-être celle-ci. SpaceX a renoncé à certaines opportunités commerciales susceptibles d'être présentées à M. Musk et à certains de nos administrateurs et à leurs affiliés respectifs. Et ces personnes peuvent n'avoir aucun devoir de présenter de telles opportunités à la société. Ce que cela signifie concrètement, c'est que rien n'empêche Elon Musk de créer demain une nouvelle société privée distincte pour poursuivre la prochaine grande tendance technologique plutôt que de le faire au sein de SpaceX. Si vous vous souvenez qu'il avait présenté Tesla comme une entreprise d'intelligence artificielle avant de lancer immédiatement xAI comme une société concurrente indépendante, comme l'a très bien résumé un analyste, les actionnaires publics de SpaceX n'auront aucun vote qui compte vraiment, aucune possibilité de revendre leur part à un prix juste découvert par les mécanismes normaux du marché, et aucune possibilité de poursuivre l'entreprise en justice pour des actes répréhensibles. Pas de vote, pas de vente, pas de recours juridique. C'est le tableau complet du statut d'actionnaire chez SpaceX. Mais au-delà de la gouvernance, il y a un autre problème fondamental.
il existe une seule technologie chez SpaceX dont tout le reste dépend. Pas l'intelligence artificielle, pas l'Internet par satellite, pas la colonie sur Mars. Une seule fusée, Starship. La plus grande fusée jamais construite dans l'histoire de l'humanité est censée être la clé de tout. Des lancements moins coûteux, des satellites Starlink de plus grande taille, des centres de données en orbite, une ville sur Mars, les contrats avec la NASA. Sans Starship, toute l'histoire qui justifie une valorisation d'1,750 milliard de dollars s'effondre complètement, comme un château de cartes. Le journal financier Barron's a d'ailleurs écrit que le lancement de Starship représentait un enjeu encore plus important pour SpaceX que le dépôt du dossier d'introduction en bourse lui-même. La dernière version de la fusée était censée décoller avant même ce dépôt officiel, mais ce lancement a été reporté. Il était ensuite prévu pour le lendemain du dépôt. La chanteuse Nicki Minaj s'était même déplacée pour assister au spectacle. Mais des difficultés techniques ont de nouveau tout bloqué. Selon les informations disponibles, une nouvelle tentative devait avoir lieu très prochainement. On attendait donc de voir comment les choses allaient se passer. Le problème de fond, c'est que Starship n'a pas encore vraiment fonctionné comme prévu. La fusée est encore dans ce que les ingénieurs appellent, avec un humour tout relatif, la phase de désassemblage rapide non planifié. Autrement dit, elle a encore tendance à exploser. À ce jour, elle n'a encore transporté aucune cargaison utile en orbite, à l'exception d'une banane embarquée lors d'un test. Et comme Barron's le souligne à juste titre, ce prochain lancement va vraiment compter. Toute la thèse d'investissement repose sur Starship atteignant ce que SpaceX elle-même appelle un rythme de lancement insensé. On parle de centaines de lancements par année, chacun transportant 200 tonnes de charge utile en orbite. Pensez-y, c'est l'équivalent de faire décoller plusieurs avions cargo géants chaque semaine, mais vers l'espace. Les satellites Starlink de 3e génération, qui sont censés offrir une capacité 20 fois supérieure au modèle actuel, sont tout simplement trop grands pour les fusées existantes et nécessitent impérativement Starship. Le concept de centre de données orbital nécessite Starship pour mettre en orbite 1 million de satellites. Et la colonie sur Mars nécessite que Starship fonctionne de manière suffisamment fiable pour transporter 1 million de personnes qui, apparemment, souhaiteraient s'y rendre. Si Starship ne tient pas ses promesses, si le rythme de lancement est 2 fois moins élevé que prévu, si la fiabilité est inférieure, si les coûts sont plus élevés, toute la valorisation s'effondre. Le chiffre d'1,750 milliard de dollars suppose que Starship fonctionne exactement comme annoncé, dans les délais prévus, sans aucun revers technique. Or, l'histoire de l'astronautique nous enseigne que les fusées fonctionnent rarement exactement comme annoncé. La réalité, c'est donc que l'entreprise qui prétend valoir 1,750 milliard de dollars dépend d'une fusée qui n'a pas encore réussi à atterrir sans exploser. C'est un risque, et pas des moindres. Il y a également un aspect financier très révélateur qui mérite d'être examiné. Dans tout prospectus d'introduction en bourse, les entreprises sont légalement tenues d'indiquer précisément aux investisseurs ce qu'elles vont faire avec l'argent levé. Cela s'appelle l'utilisation du produit de l'émission. Une analyse menée par le cabinet Cape Fear Advisors montre qu'il faut creuser très profondément dans le document, y compris dans les notes de bas de page, pour saisir le tableau complet de l'utilisation que SpaceX compte faire de ses fonds. L'introduction en bourse devrait lever entre 50 et 75 milliards de dollars. Mais quand on additionne tous les engagements financiers disséminés dans le document, l'entreprise a besoin d'environ 235 milliards de dollars au cours des prochaines années, soit entre 3 et 5 fois le montant levé lors de l'introduction en bourse. Ce que cela signifie concrètement, c'est que cette entrée en bourse n'est pas la fin de la levée de fonds.
c'est simplement le début. Enfin, l'éditorialiste financier Matt Levine a parfaitement résumé dans sa newsletter Money Stuff comment les investisseurs devraient envisager ce placement fondé avant tout sur des intuitions et des émotions. Il écrit « Si vous achetez des actions SpaceX pour dire à Elon Musk quoi faire, arrêtez-vous tout de suite. Si vous achetez des actions SpaceX parce que vous voulez vous exposer au secteur spatial et à l'intelligence artificielle, mais que vous avez des doutes sur la direction actuelle, arrêtez-vous également. Mais si vous achetez des actions SpaceX parce que vous aimez Elon Musk et que vous voulez embarquer dans l'aventure avec lui, alors oui, c'est exactement ça la thèse d'investissement. Et si, plus tard, vous êtes déçu par Elon Musk, si vous avez le sentiment qu'il ne vous a pas tenu ses promesses, eh bien, c'est un peu sa marque de fabrique.